Donc maintenant, on va parler des questions d'infrastructure de réseau et de protocole. Donc, dans un réseau routé, quand on parle d'un réseau routé, c'est un réseau avec plusieurs intermédiaires qui permet d'envoyer des paquets au destinataire. C'est une infrastructure qui est généralement mésadaptée pour des applications temps réel. Parce qu'on partage finalement une infrastructure assez complexe avec d'autres systèmes, et ces systèmes-là peuvent, à l'occasion, causer une surcharge dans l'infrastructure réseau. Donc cette surcharge-là va augmenter la variabilité dans les temps de transmission. Donc ça, c'est vraiment pas idéal dans un contexte de temps réel, en particulier dans un contexte de temps réel dur. Donc aussi les éléments intermédiaires, donc si on fait du routage dynamique, à savoir que les mêmes paquets peuvent passer par différents chemins pour se rendre à destination. Donc là, ce qu'on peut voir, c'est que la latence peut varier, il y a une certaine variabilité induite par ce dynamisme-là, qui est une force des réseaux routés, mais qui, dans un contexte de temps réel, peut être problématique. Et aussi, comme on parlait de la qualité de service, c'est intéressant, on peut avoir une priorité, on peut avoir vraiment des ressources qui sont réservées, mais c'est pas toujours supporté selon les éléments intermédiaires qu'on rencontre dans notre réseau. Et donc, si c'est pas supporté à un certain point, possiblement que la qualité de service sera pas offerte telle qu'on pensait. On n'a pas réussi à avoir le contrat avec l'infrastructure à ce niveau-là, donc l'infrastructure en place va faire un effort raisonnable, mais va pas nécessairement respecter ce qui a été demandé. Donc, dans des réseaux routés, au mieux, on peut penser faire du temps réel doux, d'avoir une certaine forme plus relaxée où on permet, dans certains cas, de certains écarts. C'est sûr que, selon ce qu'on fait comme communication, on peut avoir quand même une très bonne capacité de communication. Ce qui est plus intéressant dans un contexte de temps réel, c'est les liens qu'on dit point à point. Où là, entre autres, on peut avoir un lien ad hoc par un câble Ethernet, on peut avoir un réseau Wi-Fi réservé, un réseau Bluetooth. Donc ça, ce qui est intéressant avec un lien réservé, c'est qu'on retire toutes les questions de variabilité induites par le partage et par la complexité d'un réseau avec plusieurs entités. Donc tout ça est retiré, on a vraiment un lien dédié dont on sait les performances. Avec ça, on est capable de garantir un certain niveau de service et de réduire la variabilité. Un premier exemple, si on va vers le sans fil, c'est le Wi-Fi. Donc le Wi-Fi, ça permet un accès sans fil à une infrastructure réseau. Donc en termes de fonction, c'est très similaire à un réseau Ethernet filaire. Donc vraiment quand on parle de connexion avec un fil Ethernet, un réseau local, donc le Wi-Fi est pas très différent de ça, si ce n'est que c'est sans fil, puis on ajoute une surcouche par-dessus en termes d'encryption et d'authentification. Et donc, c'est centré sur l'accès à un réseau local avec un point d'accès. On va se connecter à une borne. Donc, quand on est dans un réseau géré comme à l'université, on a plusieurs bornes. Possiblement, on s'authentifie comme si c'était une seule borne, mais un seul réseau en soi. Mais notre ordinateur, notre tablette, notre téléphone sans fil a un lien direct vers une des bornes. Si on se déplace, il va changer de borne avec laquelle il communique. Donc, la portée est moyenne, c'est-à-dire qu'on a une portée de dizaines de mètres, centaines de mètres rarement, donc plus dans les plusieurs dizaines. La consommation est pas très bonne. Le réseau Wi-Fi, c'est pas ce qu'il y a de mieux en termes d'économie d'énergie. C'est quand même assez gourmand. Les débits sont bons, les coûts c'est bas. Donc maintenant, il y a des dispositifs, on peut avoir du Wi-Fi dans des dispositifs pour quelques dollars. Là, c'est pas ce qui coûte très cher en termes électroniques. C'est très répandu. Le Bluetooth, c'est une connexion vraiment sans fil à courte distance. Ça a été conçu pour les réseaux personnels, d'avoir plein de dispositifs connectés à une machine qui est associée à une personne. Donc, c'est pour ça que ça a été conçu. Mais depuis le temps, ça a été utilisé dans plusieurs fins, entre autres le main libre dans les voitures se base sur le Bluetooth. Maintenant, entre le téléphone intelligent et la voiture, le véhicule. Et donc, c'est basé sur un lien direct. Il y a vraiment un lien direct entre le périphérique, le dispositif, et le nœud, qui peut être un autre dispositif, comme un ordinateur. Donc, c'est symétrique aussi, donc c'est à peu près avec la même bande passante dans les deux sens. C'est un lien qui est vraiment à faible portée, il y a une faible consommation d'énergie, faible débit, faible coût. Donc, c'est vraiment du petit, c'est vraiment une connexion proche qui consomme peu d'énergie, pour laquelle on n'a pas nécessairement des grandes capacités, mais qui coûtent pas cher à mettre en place. Avoir des dispositifs qui est quand même abordables à quelques dollars, qui peuvent utiliser du Bluetooth, quelques dizaines de dollars, disons.
Un autre protocole qui est très versatile, c'est le Zigbee. Dans le fond, c'est pas un protocole, c'est une suite de protocoles standardisés par l'I3E avec différents cas d'utilisation. Donc, c'est pour les réseaux personnels, oui, mais la portée peut être plus grande. Donc, on peut configurer carrément, selon les besoins, la portée, le débit, la consommation énergétique qui est faite dans notre réseau. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est ajustable pour pouvoir avoir quelque chose de bien adapté dans le contexte, au contexte dans lequel on opère. Et donc ça permet des réseaux qu'on dit ad hoc, donc des espèces de mèches, là, de maillage entre plusieurs dispositifs qui fait en sorte que si on veut parler, on a un destinataire qui est relativement loin, on va passer possiblement par plusieurs points intermédiaires avec du routage de paquets. Donc on se rapproche un peu du Wi-Fi, du réseau, plus de réseau Internet dans ce niveau-là, d'avoir vraiment des points intermédiaires qui vont faire le relais de l'information. Donc c'est intéressant parce qu'effectivement, si on fait un maillage sur une relativement grande surface, mais chaque entité est relativement proche de d'autres entités. Donc c'est leur lien direct pour atteindre finalement un destinataire qui est pas directement dans la porte de notre dispositif. Donc le Bluetooth, c'est un protocole sans fil à base de paquets. Donc c'est vraiment basé sur un modèle maître-esclave. Un maître peut piloter jusqu'à 7 esclaves dans un réseau, on dit ad hoc. Donc vraiment un réseau qu'on monte comme ça, notre ordinateur pourrait avoir jusqu'à 7 dispositifs Bluetooth dans son réseau personnel local. C'est basé sur des spécifications, entre autres le Core Specification, qui est l'ensemble des fonctionnalités partagées entre les différents protocoles. Et ensuite, chaque dispositif, lorsqu'on a un dispositif qui supporte Bluetooth, il supporte les spécifications Core, mais il supporte également des profils. Et on n'a pas supporté tous les profils, on supporte les profils pertinents selon notre dispositif. Donc, ces profils-là, sont définis par Bluetooth en soi. Puis il peut y avoir des profils particuliers qui dépendent de d'autres formats, de d'autres profils. Donc, il y a des profils plus généraux, puis qu'on va respécialiser plus amplement pour des cas particuliers, un peu comme on ferait de l'orienté objet, où on a des classes, donc on hérite qu'on va étendre un peu la fonctionnalité d'une classe générale vers des cas spécifiques, mais c'est un peu la même idée que des profils Bluetooth. Donc, il y a des formats d'interface utilisateurs qui sont suggérés pour utiliser ce profil-là. On vous conseille de travailler de cette façon-là. Puis il y a la partie du protocole Bluetooth qui est utilisée. Donc, dans un profil Bluetooth, on va avoir tout ça. Donc, des exemples de profils, entre autres le A2DP, où là, c'est vraiment l'envoi audio, qui est un profil courant. Un peu de télécommande, un contrôle à distance pour l'audio-vidéo, qui est un autre profil. Donc, on ne parle pas d'envoyer l'audio, on parle de contrôler les machines qui font de l'audio et du vidéo à distance. Profil sans fil, ça c'est beaucoup pour les voitures, les véhicules. Donc, d'avoir une capacité d'utiliser son téléphone lorsqu'on conduit. Puis lorsqu'on pense à tout ce qu'il y a comme Apple CarPlay et Android également, il y a l'équivalent. Donc, on bâtit par-dessus ça, mais à la base, toute la question de main libre, de pouvoir recevoir des appels et y répondre en conduisant sans manipuler le téléphone, se base sur ce profil-là. Tu as le profil aussi pour des écouteurs, des headsets, donc qui est autre chose, pour pouvoir avoir des casques de discussion sans fil. Et entre autres, aussi également les questions de Personal Area Networking, donc d'avoir une espèce de petit réseau local où on peut échanger de l'information, comme si c'était un seul réseau. On peut avoir un accès à Internet, par exemple, partagé du téléphone cellulaire vers l'ordinateur, vers la tablette. Ouais, le PAN, c'est vraiment plus au niveau du réseau. Dans Linux, l'implémentation disponible s'appelle Blues, donc c'est fourni dans le noyau depuis la version 2.4.6, donc ça fait quand même un bon moment que c'est intégré au noyau. Puis ça implémente des standards, et le standard Bluetooth et plusieurs profils, donc A2DP, tout ce que je vous ai présenté et plusieurs autres, donc il y a plusieurs profils disponibles à l'intérieur d'une implémentation Bluetooth dans Linux. Donc, l'implémentation est quand même modulaire. C'est comme une interface de socket standard pour chacune des couches. Et c'est prévu pour un traitement concurrent. Donc, l'idée qu'on puisse utiliser des dispositifs dans plusieurs threads, dans plusieurs processus. Donc, ça le permet. On a même une utilitaire ligne de commande pour configurer, tester, puis donc utiliser la stack Bluetooth qui est disponible dans le noyau.
Maintenant, Bluetooth, c'est pas prévu pour du temps réel, quoi qu'on peut transmettre de l'audio en temps réel, en flux. Si on veut vraiment avoir du temps réel avec des bonnes capacités, généralement, il faut aller vers un lien filaire. Et donc, pour avoir un lien par un bus de communication filaire, le standard I3E 1394, aussi connu comme étant le FireWire, c'est une dénomination qui vient de Apple, c'est un bus de communication temps réel à haut débit. Donc, c'est vraiment intéressant parce que là, on a un lien fort, un lien qui permet d'avoir des connexions point à point. Donc, l'idée, c'est d'avoir un fil qui va relier deux dispositifs ensemble. On peut en avoir plusieurs, même. On peut avoir vraiment l'utiliser comme étant un bus. Mais à la base, c'est très intéressant pour faire des connexions point à point. Et ça permet de la communication haut débit pour envoyer autant de l'audio que du vidéo et autres. Mais disons que le vidéo, c'est pas mal gourmand en termes de bande passante, puis le FireWire le supporte. Puis ça permet d'opérer des systèmes critiques. Ça a vraiment été conçu pour faire de la communication qu'on dit isochrone, donc à débit régulier, si on a besoin de réserver une bande passante avec une certaine quantité de données qu'on envoie constamment, puis ça peut être vraiment assez élevé comme ressource utilisée, comme débit visé. Ben, on peut le réserver, donc il y a tout un mécanisme de réservation de bande passante dans I3E 1394 qui fait en sorte que c'est possible d'opérer des systèmes critiques avec ce genre de protocole-là. Puis on peut mélanger des communications asynchrones et isochrones, dans le sens qu'on peut avoir un flux régulier pour ce qui est de l'affichage, pour ce qui est de la capture vidéo, puis avoir aussi des requêtes qui viennent de façon asynchrone. Un autre protocole aussi, qui lui est à l'autre bout du spectre, c'est filaire, mais c'est vraiment économique puis avec faible capacité, c'est le CAN bus. Donc ça, c'est un protocole basé sur des messages qui permet des communications entre un microcontrôleur et d'autres dispositifs. Donc, ce qui est intéressant avec le CAN, c'est qu'il n'y a pas vraiment besoin d'ordinateur qui coordonne chaque entité, chaque microcontrôleur qui est sur le réseau CAN peut envoyer et recevoir l'information sans être coordonné par un maître. Ça a été développé dans les années 80 par Bosch. C'était adopté dans l'industrie automobile. Donc c'est quand même très présent, là, les voitures jusqu'à récemment. Je ne peux pas vous dire dans les 2 dernières années, mais c'était quand même quelque chose de très présent dans les voitures modernes des 10 dernières années, 15 dernières années. Ça permet de mettre en relation les différentes composantes. Le fait qu'on ait la porte ouverte qui va ouvrir les lumières à l'intérieur de la voiture, maintenant, ça passe via le CAN bus. Donc, il y a vraiment un signal disant, oh, la switch de la porte va détecter que la porte est ouverte. Le microcontrôleur associé va envoyer l'information comme quoi la porte est ouverte. Et, d'autre part, le microcontrôleur des lumières va le détecter puis il va allumer la lumière. Donc, c'est quand même intéressant pour ça. Donc, c'est répandu en dehors du monde automobile. C'est pas réservé à l'automobile, mais c'est quand même présent dans le monde automobile. C'est utilisé un peu partout dans différentes circonstances où ce genre de modèle-là est approprié. Donc la façon dont ça fonctionne, c'est qu'on a vraiment juste deux fils. On a deux petits fils de cuivre bien standard sur lequel on va poser un nœud. Donc un nœud va avoir une puce dédiée, une puce CAN, qui est relativement économique, qui va se brancher sur le fil, les deux fils. Puis avec ça, on va faire du contrôle, on va observer les signaux, puis on va être capable de transmettre des messages. Dans le fond, chaque nœud du bus, chaque dispositif qui est sur le bus, ça exige un microcontrôleur qui interagit avec le bus, avec des capteurs actuateurs. Lui, il est vraiment dédié à lire ce qu'il y a sur le bus, puis à écrire des messages si nécessaire. Donc, c'est le processeur hôte, donc qui interagit. Donc, il y a des capteurs et actuateurs à côté, donc c'est un peu l'entité comme le capteur de la porte ouverte. Donc ça, c'est vraiment qu'un microcontrôleur qui va mesurer que la porte est ouverte selon ce qu'on a. Il va s'interfacer au contrôleur CAN, qui lui est dédié à recevoir et envoyer des messages sur le CAN. Puis souvent, on a accès à des puces où là, le contrôleur CAN est dans le microcontrôleur directement. Fait qu'on peut avoir un microcontrôleur avec ce qu'il faut pour parler sur un CAN bus. Et donc, l'émetteur-récepteur va sur la réception, la connexion au bus. Donc, les messages sont structurés entre 44 et 108 bits. Donc, c'est vraiment pas du contenu qu'on envoie, c'est des messages de contrôle sur des petits paquets. Mais c'est parfait pour indiquer les états. C'est parfait pour envoyer des codes de communication, pour synchroniser les différents dispositifs. Le format de base ressemble à ça. Donc, dans le fond, à vrai dire, si on regarde ça,
Il y a plein de champs ici, il y a des champs arbitraires. On voit que donc, les champs arbitraires ici, on a le contrôle. Donc tout ça, c'est établi autour de CAN bus pour pouvoir organiser les transmissions. Mais la donnée, elle tient sur un 8 bits. Donc on va envoyer 8 bits d'information, puis 15 bits de code à correction d'erreur. C'est quand même énorme. Ben, l'idée, c'est justement qu'on est dans un contexte avec du matériel, des fils où il y a beaucoup de bruit électromagnétique, où il y a beaucoup de composantes qui sont connectées, où il n'y a pas vraiment de synchronisation centralisée pour la communication. Deux dispositifs peuvent parler en même temps, ce qui va créer des interférences. Donc, on a tout ce qu'il faut pour pouvoir avoir de l'arbitration. Donc, finalement, le premier élément ici, le premier champ, permet d'arbitrer qui a le droit de parler, qui ne parle pas. Donc, si deux dispositifs veulent parler en même temps, ben, on va être capable d'arbitrer ça de façon automatique. Et au-delà, donc, du gros paquet de 44 bits qu'on va envoyer, mais il va en avoir 8 effectifs. C'est des données sur 8 bits qui nous intéressent dans le cas ici. On peut dire que ça va varier de 0 à 64 bits de contenu selon ce qu'on fait. Donc, à vrai dire, c'est pas 44 ici, ça va être 44 plus 8. La taille d'un frame CAN correspondant à ce message-là sur 8 bits. Et donc, chaque dispositif va parler aux besoins sur le CAN bus, puis les collisions sont gérées directement dans le protocole. Le protocole est prévu pour gérer les collisions puis arbitrer tout ça.